La recherche universitaire est-elle indépendante? Premier chapitre, évaluation du mécanisme qui régit les universités. J'entends souvent dire qu'il y a des programmes de recherche universitaire qui perçoivent l'argent d'entreprises privées. De plus, je sais que certaines universités reçoivent occasionnellement des dons significatifs de la part de milliardaires. Enfin, je lis, comme tout le monde dans l'actualité, que dans le cadre de son deuxième mandat présidentiel, Donald Trump s'est engagé dans un bras de fer avec les universités américaines de prestige. Face à un tel tableau, je m'interroge sur l'indépendance de la recherche universitaire. Peut-on malgré tout considérer les universités de prestige, notamment américaines, comme des institutions de recherche indépendantes? Alors, globalement oui, mais de façon incomplète. Le but de ce chapitre, c'est de t'expliquer le mécanisme qui régit les universités. Tu comprendras les avantages et inconvénients que leur modèle économique peut avoir pour l'indépendance de leur recherche. Et surtout, tu comprendras le poids relatif de ces avantages et inconvénients. Ça marche. Rentrons donc tout de suite dans le vif du sujet. Dans ton cours sur comment s'informer, tu as avancé 3 critères pour évaluer l'indépendance d'une institution privée. Est-ce que les universités remplissent bien ces 3 critères? Ok, commençons par évaluer le premier critère. Absence de conflit d'intérêts à la tête de l'institution. Dans les pays démocratiques, les universités privées de prestige remplissent quasiment tous ce critère. Ce sont des organisations à but non lucratif et les mécanismes nécessaires sont bien sûr en place pour s'assurer que les membres du CA, je veux dire du conseil d'administration, n'aient pas de conflit d'intérêts. Je ne rentre pas plus dans le détail car je ne crois pas que ce point soit polémique. Mais si tu en doutes, renseigne-toi sur la forme de gouvernance pour des universités privées telles que Harvard, Stanford ou Oxford. Assure-toi que les membres de leur CA n'aient pas de conflit d'intérêts financiers et surtout qu'ils ne soient pas des proches fidèles ni d'un oligarque ni d'un politicien puissant. Et qu'en est-il alors des universités publiques? Là-dessus, il n'y a pas toujours une séparation forte entre le pouvoir politique et le CA de l'université. La bonne nouvelle, c'est que les CA des universités françaises et britanniques jouissent d'une telle séparation, chose que tu devras quand même vérifier par toi-même. A l'inverse, j'ai été surpris d'apprendre que ça n'est pas toujours le cas pour les universités publiques américaines. En effet, ces dernières ne sont pas forcément isolées de la politique de l'État où elles se situent. Par exemple, à l'université de Michigan, les membres du CA sont élus directement par les citoyens de l'État du Michigan. De même, à l'université de Californie, la majorité des membres du CA sont directement nommés par le gouverneur de Californie. Dans les deux cas, les membres du CA ne sont pas renouvelés tous d'un coup, ce qui assure une certaine continuité. Mais on ne peut pas pour autant les considérer comme complètement indépendants du pouvoir politique de leur État. Pour résumer, les universités privées de prestige remplissent presque toutes le premier critère d'indépendance. Et de même pour les universités publiques, britanniques et françaises. Tu me charges cependant de vérifier tout cela par moi-même une fois l'épisode fini. Voilà. Bon, admettons donc que le premier critère d'indépendance soit en effet rempli. Qu'en est-il des 2 autres critères? Est-ce que c'est bien la réputation de l'université qui lui attire des financements? Et ensuite, est-ce que l'université n'est pas dépendante d'une poignée de gros clients ou généreux donateurs? Pour évaluer ces 2 critères, je vais surtout me concentrer sur les financements de la recherche. Bien sûr, l'un des rôles principaux d'une université, c'est de former des étudiants. Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est la recherche. Pour déterminer la source des financements de recherche, je me suis concentré sur les universités américaines les mieux classées, d'après le classement de Shanghai. Sans rentrer trop dans le détail, ce classement se base sur l'impact de la recherche produite par une université, plutôt que des critères comme le taux d'emploi des étudiants à la sortie de l'université ou leur salaire. Vu qu'ici, c'est la recherche qui nous intéresse, ce classement est tout à fait adapté à nos besoins. Ok, mais pourquoi tu t'es concentré sur les universités américaines? Pour 3 raisons. D'abord, parce que les universités américaines sont de très grosses productrices de la recherche à plus fort impact international. Sur les 15 meilleures universités du monde, d'après le classement de Shanghai de 2024, 12 sont américaines. Deuxièmement, parce que je souhaite démystifier les États-Unis. Mon expérience m'a en effet appris que c'est un excellent moyen de percer les théories les plus farfelues. Troisièmement, parce que, à l'heure où j'écris ces lignes en août 2025, les universités américaines sont une cible des attaques du président Donald Trump.
Enfin, pour finir, ce que je vais t'expliquer n'est pas très différent pour les universités du reste du monde. J'ai d'ailleurs mis en annexe un résumé explicatif du rapport financier de l'université de Oxford, qui est au Royaume-Uni. Et n'oublions pas de noter d'ailleurs qu'il y a une université française dans ce fameux top 15 mondial, Paris-Saclay. Exactement. Cocorico. Mmh. Pour comprendre comment est financée la recherche des universités américaines, je me suis basé sur le HUD Survey. Il s'agit là d'un recensement annuel des dépenses de recherche menées auprès des universités américaines publiques et privées. Ce recensement, il est effectué par une agence dépendante de la NSF, c'est-à-dire l'un des principaux organismes fédéraux qui financent la recherche universitaire américaine. Je me suis basé sur le recensement de l'année scolaire 2023-2024. En moyenne, les 15 meilleures universités américaines ne financent par elles-mêmes qu'environ 20% de leurs dépenses de recherche. Et les 80% restants, ils sont financés par des organismes externes, dont nous parlerons tout à l'heure. Derrière cette distribution de 80-20, il y a bien sûr des disparités assez importantes entre universités. Aux extrêmes, tu as d'un côté Harvard, qui finance 34% de ses dépenses de recherche, et de l'autre, tu as l'université de Johns Hopkins, qui n'en finance que 4%. Et où est-ce que les universités trouvent les revenus nécessaires pour financer de leur poche ces 20% de dépenses de recherche ? J'ai fait un deuxième épisode spécialement sur cette question. J'y analyse les autres sources de revenus et si elles satisfont bien les critères d'indépendance. Alors, spoiler alert, c'est bien le cas, sauf pour les donations. Et le problème des donations illustre là encore le besoin d'un contrepoids pour venir équilibrer la recherche universitaire, et je parle là des journaux scientifiques. Mais aujourd'hui, je te propose de nous concentrer plutôt sur le gros morceau. Je vais dire cette moyenne de 80% de dépenses de recherche qui est financée par des organismes externes à l'université. Alors, quels sont donc ces organismes externes qui apportent 80% des financements de recherche ? Il s'agit là soit d'organismes publics, soit d'organisations à but non lucratif, ou soit d'entreprises. En anglais, on les appelle des sponsors de recherche. Dans la suite du cours, je parlerai donc de sponsors, car c'est quand même beaucoup plus court que de dire organismes externes qui financent des programmes de recherche. Cependant, attention à ne pas les confondre avec des sponsors publicitaires. Ici, le but, ça n'est pas de mettre le logo d'un sponsor sur la blouse des chercheurs. Sans sponsor, un programme de recherche ne verra probablement jamais le jour. En effet, une université ne fait de la recherche que sur les sujets pour lesquels elle arrive à trouver des financements. Sauf bien sûr pour les 20% exceptionnels dont nous avons parlé. On peut presque comparer la recherche universitaire à du consulting. Un sponsor, c'est une sorte de client qui paye l'université pour qu'elle fasse de la recherche pour son compte, et cela sur un sujet en particulier. Mais les universités ne sont-elles pas des organisations à but non lucratif ? Elles ne sont pas censées chercher à faire des profits sur la recherche comme une entreprise de consulting, si ? Certes, mais il faut bien qu'elles gagnent de l'argent pour équiper leur laboratoire et payer le salaire des chercheurs. Bon. Et comment juger ce modèle économique sous le prisme des 3 critères d'indépendance financière ? Ou plutôt les 2 critères restants, puisqu'on a vu que le premier critère est bien rempli, celui de l'absence de conflit d'intérêts à la tête de l'institution. Commençons par le second critère. Est-ce que les entrées d'argent sont bien motivées par la réputation de l'institution ? Pour y répondre, je veux d'abord évoquer les 3 cas de figure qui font qu'un sponsor voudra financer un programme de recherche. Le premier cas de figure, c'est ce que j'appellerais un financement désintéressé. Cela s'apparente à un don qui finance à lui seul la totalité ou quasi-totalité d'un programme de recherche. Le terme correct pour désigner ce type de don, c'est bourse de recherche, ou en anglais research grant. Les bourses sont données par des organismes publics ou à but non lucratif. Dans le cas d'une bourse, le sponsor a des objectifs généraux, comme par exemple faire avancer la recherche contre le cancer, et les différentes universités sont en compétition pour proposer à ce sponsor un programme de recherche qui pourra l'intéresser. Et du coup, est-ce que les bourses remplissent le second critère d'indépendance ? En théorie, oui. Un sponsor ne va pas allouer une bourse de recherche à une université qu'il estime incompétente sur le sujet. Donc c'est bien la réputation de l'université en matière de compétences qui attire le sponsor. Le second cas de figure dans lequel un sponsor voudra financer un programme de recherche, c'est ce que j'appellerais un partenariat en recherche et développement. Ce genre de partenariat, il est typiquement conclu avec une entreprise qui signe un contrat de recherche avec l'université.
Ici, l'entreprise paye l'université pour qu'elle l'aide à développer une nouvelle technologie. En cas de succès, l'entreprise pourra alors breveter et commercialiser cette technologie et donc faire un retour sur investissement. Ici, c'est clairement la réputation de l'université en matière de compétences qui attire l'entreprise. Donc, le second critère d'indépendance est bien rempli. Enfin, le troisième cas de figure typique où un sponsor voudra financer un programme de recherche, c'est ce que j'appellerais une commande d'études indépendante. Imaginons le cas de figure suivant. Imaginons, par exemple, qu'une entreprise soit convaincue de la supériorité de son produit. Elle est donc convaincue qu'une étude indépendante mènerait à des résultats favorables à son produit, ou encore défavorables à celui de son principal concurrent. Donc, elle pourrait très bien mener l'étude par elle-même, mais vu son conflit d'intérêt, les gens ne prendraient pas au sérieux ses résultats. Du coup, elle va payer une université pour que cette dernière mène l'étude de façon indépendante. Dans ce cas de figure, ça n'est donc pas juste la compétence de l'université qui attire l'argent, c'est aussi sa réputation en matière d'indépendance et de probité. Bref, le second critère d'indépendance est là encore bien rempli. Pour approfondir un petit peu ce troisième cas de figure, je vais te donner 2 remarques. D'abord, remarque que les conditions pour une commande d'études indépendante, elles sont stipulées dans un contrat de recherche, signé entre l'université et le sponsor. Donc là, ça n'est pas une bourse de recherche. Deuxièmement, remarque qu'il n'y a pas que les entreprises qui peuvent être clientes pour ce cas de figure. Une organisation à but non lucratif peut aussi être intéressée par une commande d'études indépendantes. Prenons par exemple une association d'acupuncteurs qui est convaincue de l'efficacité de l'acupuncture contre les migraines. Vu que l'acupuncture, c'est le gagne-pain des adhérents de cette association, on pourrait légitimement accuser cette dernière de conflit d'intérêts si elle menait l'étude par elle-même. Du coup, pour trancher la question de façon indépendante, cette association, elle peut financer une étude universitaire qui établira si oui ou non l'acupuncture est efficace contre les migraines. D'accord, mais est-ce que la commande d'études indépendantes ne crée pas, quand même, par elle-même, un conflit d'intérêts pour les chercheurs universitaires impliqués dans l'étude? Je veux dire, si l'étude prouve que le produit de l'entreprise ou de l'association est nettement supérieur à la concurrence, forcément tout va bien se passer. Mais imaginons que les résultats disent qu'en fait le produit est équivalent à celui de la concurrence, voire même moins bon. Est-ce que l'entreprise ne risque pas de tenter de bloquer la publication des résultats, ou pire encore, de peser sur les chercheurs pour qu'ils analysent le produit sous un angle plus avantageux? Bien vu. Ce genre d'étude est en effet considéré comme introduisant un conflit d'intérêts. Note cependant que le modèle économique de l'université pour ce type d'études, cela repose entièrement sur sa réputation en termes d'indépendance et de probité. Donc oui, il y a bien un conflit d'intérêts, mais ce dernier est néanmoins subtil. On reparlera de tout ça dans la mini-série sur comment manipuler la science. D'accord, donc pour résumer, c'est bien la réputation de l'université qui attire les sponsors. Mais qu'en est-il alors du troisième critère d'indépendance? Est-ce que l'université ne dépend pas de 2 ou 3 gros clients ou donateurs? Dit autrement, est-ce que les sponsors qui financent la recherche universitaire ne sont pas en position de force par rapport à l'université ou ses chercheurs? C'est sur ce troisième critère que l'indépendance est en fait incomplète. La réponse courte, c'est que, en effet, l'État fédéral est un sponsor juste trop gros pour ne pas avoir de pouvoir sur l'université. Et ce qui se passe actuellement sous le second mandat de Donald Trump l'illustre bien. Si par contre, on met de côté le problème de l'État fédéral et qu'on regarde les autres sponsors, le troisième critère d'indépendance est plutôt bien rempli. Cependant, ce critère n'est bien rempli que si on l'évalue au niveau global, au niveau de l'université. Si par contre, on l'évalue au niveau de chaque programme de recherche pris séparément, là, la réponse n'est pas toujours bonne. Bon, tu vas expliquer tout ça. Commençons par parler de l'État fédéral alors. Tu me dis que c'est un sponsor trop gros, mais est-ce le cas même pour les universités privées? Oui. Prenons par exemple, pour l'année scolaire 2023 et 2024, les 15 meilleures universités américaines. Pour celles-ci, l'État fédéral a financé en moyenne 59% de leurs dépenses de recherche. Pourtant, sur ces 15 universités, seules 4 sont publiques. Ok, donc les universités ne sont pas indépendantes financièrement par rapport à l'État fédéral. Et on voit les problèmes que ça peut poser. Et désolé de noircir le tableau, mais en plus du poids financier, il y a aussi le domaine des décisions politiques. L'État fédéral peut vraiment s'ingérer dans les affaires des universités, même privées, si tel est devenu son objectif. Oui, et surtout s'il n'y a pas de contre-pouvoir pour l'en empêcher. Du coup, pour pouvoir juger de l'indépendance d'une université vis-à-vis du pouvoir politique, il faut évaluer les mécanismes qui régissent le système politique du pays.
Concrètement, est-ce que c'est un état de droit avec les libertés et contre-pouvoirs nécessaires pour faire de l'État un sponsor de la recherche libre et factuelle, plutôt que de la recherche qui ne trouve que des choses que le pouvoir est prêt à accepter? Dit autrement, est-ce que la liberté académique est protégée? Cependant, je ne couvrirai pas ces questions politiques dans ce cours. Mais du coup, ça veut dire que je dois jeter à la poubelle, pour ainsi dire, toute la recherche venant d'universités qui ne sont pas dans les plus démocratiques des pays. Donc, en gros, si une université n'est ni en Suède, ni dans le pays des bisounours, sa recherche ne vaut rien. Non, mais ça veut dire que le mécanisme régissant la recherche universitaire est insuffisant pour assurer à lui seul la fiabilité de sa production. Des rouages complémentaires sont nécessaires pour équilibrer la balance, ou au minimum filtrer ce qui ne peut pas être équilibré. Et qui apporte ces rouages complémentaires? Les journaux scientifiques, aussi appelés journaux peer-reviewed ou scholarly publishers. Je ne t'en dis pas plus car nous en parlons en détail dans la partie 3 de notre cours sur comment s'informer. Mais du coup, grâce aux journaux scientifiques, la liberté académique en elle-même devient optionnelle? Non, elle reste essentielle. Mais là où les journaux scientifiques ne peuvent pas équilibrer la balance, ils peuvent au moins filtrer ce qui ne peut pas être équilibré. Donc oui, les journaux scientifiques peuvent sélectionner les travaux de recherche des universités chinoises sur les sujets où ils estiment qu'elles peuvent librement investiguer. Mais non, les journaux scientifiques ne peuvent pas compenser le manque de liberté dont les universités chinoises souffrent sur les autres sujets. Ok, mettons à présent le problème de l'État de côté. Imaginons qu'une université soit dans un pays où la liberté académique est respectée. Comment évaluer le troisième critère d'indépendance pour les sponsors autres que l'État? Est-ce que l'université n'est pas dépendante vis-à-vis de ses sponsors privés? Si on regarde cette question au niveau de l'université, la réponse est plutôt bonne. L'université dispose en effet d'un large éventail de sponsors prêts à financer sa recherche, que ce soit parmi les entreprises et les organisations à but non lucratif. Cela lui permet donc d'imposer des conditions contractuelles qui lui sont favorables sur le long terme, et en particulier des conditions qui protègent l'intégrité de sa recherche. Car encore une fois, protéger l'intégrité de sa recherche, c'est protéger sa réputation, et donc ses futurs financements de recherche. Bon, alors, super. Non, pas super. Car en fait, il ne suffit pas de se poser la question de l'influence des sponsors seulement au niveau de l'université. Il faut aussi se poser cette question à propos de chaque programme de recherche vis-à-vis de son sponsor. Avant de t'expliquer pourquoi, je souhaite souligner 3 aspects. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les financements sont à chaque fois alloués spécifiquement à un programme de recherche en particulier. Une fondation va par exemple financer spécifiquement un programme de recherche contre le cancer. Une entreprise va financer spécifiquement un programme de recherche sur un vaccin, etc. On n'est pas comme avec un journal d'information où les abonnés financent collectivement toutes les sections du journal. Deuxièmement, cela fait partie du boulot d'un chef de programme de recherche de trouver des financements. S'il n'arrive pas à trouver des sponsors, eh bien son programme ne verra probablement jamais le jour. Là encore, la situation diffère grandement par rapport à un journal où les journalistes n'ont pas à convaincre qui que ce soit à l'extérieur du journal pour pouvoir investiguer un sujet. Dernier point à avoir en tête, c'est que une fois les financements trouvés, l'équipe de chercheurs se retrouve à avoir une relation avec le sponsor qui finance son programme de recherche. L'équipe doit communiquer son progrès, ses résultats, etc. Lorsqu'il s'agit d'un programme financé par une bourse, cet aspect est négligeable. Mais à l'inverse, s'il est financé par un contrat, les chercheurs ont alors une relation contractuelle avec le sponsor signataire. Si les choses se passent mal, ce dernier peut rentrer en litige avec l'université, ou au moins menacer de le faire. Et c'est dans cette phase de tension et menace que la pression exercée sur les chercheurs peut être particulièrement conséquente. Dit autrement, dans le cadre d'un contrat de recherche, le sponsor a les moyens de rendre la vie difficile aux chercheurs. Bon, quelle est la conséquence de tout cela par rapport au troisième critère d'indépendance financière? Eh bien la conséquence, c'est qu'il ne suffit pas de l'évaluer au niveau de l'université. Il faut aussi l'évaluer au niveau des chercheurs d'un programme de recherche en particulier. Et alors, est-ce que les chercheurs universitaires impliqués dans un programme de recherche en particulier ne sont pas structurellement en position de faiblesse par rapport aux sponsors de leur programme? La réponse courte, c'est que ça dépend. D'abord, comme tu l'as compris, l'influence d'un sponsor est cloisonnée au programme de recherche qu'il finance. Ensuite, vu que les bourses laissent une grande marge de manœuvre aux chercheurs, les programmes financés par une bourse peuvent plus facilement être considérés comme remplissant ce troisième critère d'indépendance. A l'inverse, lorsque le programme est financé par un contrat, le sponsor a les moyens de rendre la vie difficile aux chercheurs.
Heureusement, lors des négociations contractuelles, les universités savent se prémunir contre un pouvoir excessif concédé aux sponsors. Mais l'aspect humain persiste. Vu que le sponsor a une relation contractuelle avec l'équipe de chercheurs, il dispose de leviers pour les influencer. Tu peux me donner des exemples concrets? Je t'en donnerai dans la mini-série intitulée « Comment manipuler la science ». Du coup, est-ce que cela veut dire que je dois jeter à la poubelle tous les résultats de recherche produits dans le cadre d'un contrat de recherche? Non, mais cela veut dire qu'une sorte de contrepoids est essentiel, au minimum pour les programmes de recherche financés par un contrat. Ce contrepoids permet alors d'équilibrer la balance face au poids que les sponsors peuvent exercer sur la recherche universitaire. Donc je te vois venir sur ce qui pourrait bien être ce contrepoids. Je me trompe? Bien vu, ce contrepoids, c'est en effet les journaux scientifiques. Et pour comprendre leur rôle, tu devras écouter la partie 3 de mon cours sur comment s'informer. Mini-série, la recherche universitaire est-elle indépendante? Partie 2, revenus universitaires autres que les sponsors de recherche. Dans l'épisode précédent, tu as vu que pour le top 15 des universités américaines, la recherche est financée à environ 20% par les universités elles-mêmes. Tout le reste est financé par les sponsors de recherche, c'est-à-dire l'État fédéral, des organisations à but non lucratif, des entreprises, etc. Nous avons déjà analysé les sponsors de recherche sous l'angle des 3 critères d'indépendance financière. Cependant, il nous reste à faire de même pour les autres sources de revenus de l'université, afin de comprendre comment elles peuvent financer de leur poche ces 20% restants de dépenses de recherche. Ce que je vais te dire aujourd'hui s'applique à toutes les universités de prestige américaines. Cependant, je te préviens que je vais faire un focus en particulier sur Harvard. J'ajoute que, sauf précision contraire, tous les chiffres que je te donnerai concernent l'année scolaire 2023-2024. Et pourquoi se fixer précisément sur Harvard? Alors pour 3 raisons. D'abord, parce que c'est la première dans le classement de Shanghai, qui classe les universités selon l'impact de leur recherche. Et c'est aussi celle du top 15 qui finance le plus de sa poche ses dépenses de recherche, à hauteur de 34% des dépenses de recherche contre une moyenne de 20%. Ensuite, parce que c'est l'université la plus riche du monde. Et enfin, parce que, à l'heure où j'écris ces lignes, en août 2025, elle est au cœur des attaques de Donald Trump, qui, en plus de geler plus de 2 milliards de dollars de bourses de recherche fédérale, a annoncé son intention de retirer à Harvard son statut d'organisation à but non lucratif, chose qui aurait d'énormes conséquences fiscales et donc sur ses finances. Bon, comment donc les universités trouvent l'argent pour payer ces 20% de dépenses de recherche qu'elles payent de leur poche? Je vais énumérer leurs sources de revenus autres que les sponsors de recherche dans le désordre. Commençons par parler des royalties. Les universités génèrent de la propriété intellectuelle grâce aux brevets qu'elles déposent au cours des programmes de recherche passés. Par exemple, pour Harvard, ces revenus représentaient plus de 1/5 de ce que l'université dépense de sa poche chaque année pour la recherche. Ensuite, il y a les profits de l'édition de livres et journaux scientifiques. Les universités de prestige ont en effet très souvent leur propre maison d'édition. Collectivement, on appelle ce type de maison d'édition des presses universitaires. Ces dernières sont plus profitables que tu ne le crois. Par exemple, les profits de l'édition pour Harvard étaient en 2024 de 212 millions de dollars, soit plus de 2/5 de ce que l'université a dépensé de sa poche pour la recherche cette même année. Donc là, on a déjà les 3/5 de ce que Harvard a dépensé de sa poche en recherche, couvert rien que par l'édition et les revenus des brevets. Voilà. Ensuite, il y a aussi les revenus du capital venant du fonds de dotation de l'université. Ah, le fonds de dotation, c'est quoi ça? Un fonds de dotation, aussi appelé en anglais endowment, c'est une grosse réserve d'argent qui est investie et rapporte donc à l'université un revenu du capital. Remarque cependant qu'il ne faut pas croire que le fonds de dotation soit comme un distributeur automatique de billets. D'une part, les universités sont dans l'obligation légale de conserver la valeur du fonds ajustée à l'inflation. Donc en gros, elles ne peuvent dépenser que les revenus du capital moins l'inflation, même s'il y a un certain degré de flexibilité. Deuxièmement, lorsque les donateurs font un don au fonds de dotation, ils fixent souvent le type de dépenses pour lesquelles les revenus du capital peuvent être dépensés. Donc les universités ne peuvent pas dépenser à leur guise ces revenus du capital. Bien, merci pour la clarification. Tu me disais donc qu'une partie de la recherche universitaire est financée par ces rendements de fonds de dotation. C'est de quel ordre?
Tout à fait. La proportion allant à la recherche est cependant généralement faible. Par exemple, pour l'université de Harvard, seuls 6% des revenus du capital vont obligatoirement à la recherche. En comparaison, à Harvard, 20% des revenus du fonds de dotation vont obligatoirement à l'aide financière des étudiants issus de familles modestes. Quand tu me dis que ces proportions vont obligatoirement à la recherche ou aux étudiants, ce sont là des obligations fixées par les donateurs lorsqu'ils ont fait leurs dons au fonds de dotation. C'est bien ça? Exactement. Cela varie bien sûr d'une université à une autre selon les intentions des donateurs. Pour revenir à ce que je disais, à Harvard, seuls 6% des revenus du fonds de dotation vont obligatoirement à la recherche. Mais ces 6% représentaient à eux seuls 144 millions de dollars en 2024. Et ce montant représente à lui seul presque un tiers de ce que l'université a dépensé de sa poche en recherche. Donc, faisons un peu d'arithmétique. En ajoutant à ces un tiers que tu viens d'indiquer, les 3/5 précédents qui, eux, venaient des revenus de l'édition et des brevets, on est à 14/15 de ce que Harvard met de sa poche dans le financement de sa recherche, c'est-à-dire presque la totalité. Exactement. En autres revenus, si on parle d'universités autres que Harvard, certains ont leur propre hôpital qui reçoit des patients sans lien avec l'université. C'est par exemple le cas de Stanford, à qui l'hôpital a rapporté plus de 500 millions de dollars de profit en 2024. Et cela lui permet de largement couvrir ses dépenses de recherche en biologie et santé, vu qu'en 2024, Stanford n'a payé que 130 millions de dollars de recherche de sa poche en biologie. Je suis un peu surpris que tu ne cites pas parmi les ressources importantes des universités américaines les frais de scolarité des étudiants. Alors, j'ai du mal à trouver des chiffres clairs là-dessus, mais mon impression, c'est que non, les universités américaines de prestige ne font pour ainsi dire pas de profit avec les frais de scolarité. Et pourtant, ces frais sont réputés très élevés, ils le sont. Pour les étudiants issus de familles aisées, oui, mais pas pour ceux issus de familles modestes. Par exemple, à Harvard, presque un étudiant sur 4 ne paye non seulement aucun frais de scolarité, mais il est en plus nourri logé gratuitement. Cette générosité, elle est là encore permise grâce aux revenus du fonds de dotation de Harvard, dont 20% vont obligatoirement à l'aide financière pour les étudiants. Par conséquent, les frais de scolarité ne représentent que 1,4 milliard de dollars de revenus pour Harvard. Je sais que cela peut paraître beaucoup, mais ce chiffre doit être mis en perspective avec les 3,3 milliards de dollars que Harvard dépense en salaires et avantages, dont une grande partie va naturellement au personnel éducatif. D'accord. Et qu'en est-il des dons faits à l'université? Il est vrai que les universités peuvent aussi recevoir des dons. Il existe deux types de dons. Les dons faits pour être dépensés dans leur totalité et les dons faits pour être fructifiés, c'est-à-dire les dons faits pour le fonds de dotation. Pour Harvard, les dons faits pour être dépensés dans leur totalité étaient de 528 millions de dollars pour l'année 2024, soit 8% de ses revenus. Et les dons adressés à son fonds de dotation étaient de 368 millions de dollars, ce qui représente un apport de 0,7% à son fonds de dotation. En effet, son fonds de dotation a une valeur totale de plus de 53 milliards de dollars. Une paille. C'est en effet impressionnant, c'est un fonds énorme que ce fonds de dotation. Oui, c'est pour cela que je te disais que Harvard, c'est l'université la plus riche du monde. Mais encore une fois, seuls les revenus du capital de ce fonds de dotation, moins l'inflation, peuvent être dépensés, même s'il y a une certaine flexibilité. En 2024, les revenus du fonds de dotation ont permis de couvrir 37% de toutes les dépenses de Harvard. Par contre, il faut bien garder en tête que l'université ne peut pas dépenser ses revenus du fonds à sa guise. Elle doit respecter les conditions fixées par les donateurs. Et les revenus du capital venant du fonds de dotation, ils ne sont pas taxés? Si, mais vu qu'il s'agit d'une université à but non lucratif, la taxation est de seulement 1,4%. Cependant, ces choses pourraient changer. Lorsqu'il était sénateur, J.D. Vance souhaitait passer le taux de taxation à 35% pour les universités les plus riches. Maintenant que J.D. Vance est vice-président des États-Unis et que Donald Trump a les universités dans son collimateur, la loi pourrait bien changer. Ok, laissons la politique de côté. Est-ce que ces sources de revenus remplissent bien les critères d'indépendance financière? Voyons cela tout de suite. Je vais te donner ma réponse rapide, mais je t'invite à vérifier par toi-même. Je te préviens, je garde le croustillant pour la fin. Commençons par les revenus des presses universitaires, des maisons d'édition. Est-ce que les clients des presses universitaires sont motivés par la réputation de l'institution?
Oui, tu t'en doutes. Et est-ce que ces maisons d'édition ne dépendent pas d'une poignée de gros clients? Globalement, non. Certains clients sont plus gros que d'autres. Par exemple, les bibliothèques universitaires sont de gros clients. Mais ces gros clients sont suffisamment nombreux pour ne pas créer une situation de dépendance à l'égard de 2-3 en particulier. Bon, j'en conclus que les gros clients ne sont pas gros, juste bien enveloppés, ce qui est pratique pour un livre. Tout à fait. Maintenant, parlons des hôpitaux universitaires. Est-ce que les patients sont motivés par la réputation de l'hôpital lorsqu'ils vont à l'hôpital universitaire? Bien sûr, sinon ils iraient se faire soigner ailleurs. Ensuite, est-ce que ces hôpitaux ne dépendent pas d'une poignée de gros patients? Non, pas de problème. Les hôpitaux ne manquent pas de patients, surtout aux États-Unis. Hélas. Parlons maintenant des frais de scolarité. Est-ce que les étudiants sont bien motivés par la réputation de l'université? Bien sûr, sinon ils ne voudraient pas être diplômés de l'université. Ensuite, est-ce que les universités ne dépendent pas d'une poignée d'élèves payant à eux seuls les frais de scolarité de tout le monde? Non, certes, un quart des étudiants de Harvard ne payent rien du tout, mais 45% des étudiants payent plein pot, donc ils sont tout de même nombreux. Parlons maintenant des revenus générés par les brevets, détenus par l'université. Ici, les deuxième et troisième principes d'indépendance ne sont pas applicables. Cependant, si l'université n'était pas compétente, elle n'aurait pas réussi à déposer des brevets qui lui rapportent des revenus. Parlons maintenant des revenus du fonds de dotation. Là non plus, les deuxième et troisième critères d'indépendance ne sont pas applicables. Ce sont des revenus du capital, un peu comme s'ils percevaient un loyer. Oui, mais est-ce que les investissements du fonds de dotation ne mettent pas l'université parfois dans une situation de conflit d'intérêts? Si par exemple le fonds de dotation a significativement investi dans l'industrie pétrolière parce qu'il pense que ça va rapporter, est-ce que ça ne crée pas une incitation pour l'université à mettre en veilleuse ses programmes de recherche sur le changement climatique? Bonne question. Mais non, de mon point de vue, il n'y a pas de problème. En effet, le fonds de dotation d'une université, il a pour mission de rapporter un revenu à peu près constant, quelle que soit la situation économique et quels que soient les événements pouvant survenir. En d'autres termes, le fonds de dotation ne mise pas toute sa fortune sur un pari risqué qui pourrait rapporter gros. Au contraire, il investit de façon diversifiée pour une chose et son contraire. Il va donc parier à la fois sur la pluie et sur le beau temps pour que ses investissements lui rapportent à peu près autant, quelle que soit la météo. Pour les connaisseurs, cette stratégie d'investissement s'apparente à celle d'un hedge fund, même si leur stratégie n'est pas exactement identique. Tout cela pour dire que non, cette stratégie d'investissement ne crée pas de conflit d'intérêts majeur. Du point de vue de l'université, les revenus du fonds de dotation sont un revenu à peu près stable, sur lequel ni leur recherche ni leur enseignement ne peuvent influer. Un peu comme toi, tu vois ton livret A. Vous êtes bien indiscret, monsieur. Pour finir, parlons des choses plus problématiques. Parlons des dons, qu'ils soient adressés au fonds de dotation ou donnés pour être dépensés dans leur totalité. Alors, commençons par regarder le troisième critère d'indépendance. Est-ce que les dons ne proviennent pas d'une poignée de généreux donateurs? Aux États-Unis, il est courant pour les anciens élèves de faire des dons à leur université. Suivant l'université, entre 30 et 60% des anciens élèves donnent de façon récurrente. Cependant, la majorité de ces dons sont d'un montant faible. D'après mes calculs approximatifs que j'ai détaillés en annexe, environ 170 000 anciens élèves donnent chaque année à Harvard. Cependant, toujours d'après mes calculs, les montants donnés par juste un quart des donateurs représentent plus de 90% de la totalité des dons. De plus, la loi n'oblige pas à rendre public ni l'identité du donateur, ni le montant. Bref, le troisième critère d'indépendance ne me semble pas bien rempli. Mais heureusement, les dons ne pèsent pas tant que ça dans les revenus des universités de prestige. Pour rappel, à Harvard, les dons faits pour être dépensés dans leur totalité ne représentent que 8% des revenus annuels de l'université. Certes, Harvard bénéficie grandement des dons qui ont été faits à son fonds de dotation au cours de ses 400 ans d'existence. En effet, je te rappelle que les revenus du fonds de dotation couvrent 37% de toutes les dépenses annuelles de Harvard. Mais ce fonds de dotation a aujourd'hui une telle taille que les nouvelles contributions d'un riche donateur, bien que bienvenues, ne font pas une grande différence. Pour rappel, les dons faits au fonds de dotation sur l'année scolaire 2024 ne l'ont fait grandir que de 0,7%. Maintenant parlons du deuxième critère d'indépendance. Est-ce que les dons sont motivés par la réputation de l'institution? Pour t'aider à y répondre, je veux te donner 2 éléments de réponse à propos des dons les plus généreux. D'abord, je veux parler des dons faits au fonds de dotation.
Le fait qu'un fonds de dotation soit gros n'est absolument pas un indicateur de l'indépendance ni de la compétence de son institution. Au contraire, c'est soit le signe que ses profits passés lui ont permis d'accumuler beaucoup d'argent, ce qui est plutôt un bon signe, ou soit que des personnes riches ou puissantes lui ont adressé des donations. Ça n'est pas forcément négatif, mais ça n'est pas non plus positif. Oui, les revenus du fonds de dotation assurent un revenu stable, qui fait que l'institution est moins dépendante de ses clients ou donateurs, mais ça ne suffit pas à en faire une institution indépendante. Comme exemple à ne pas suivre, tu peux te renseigner sur le MCC, un établissement privé hongrois dirigé par un CA auto-perpétué et composé de fidèles du Premier ministre Viktor Orban. En 2020, le Parlement, dominé par le parti de Viktor Orban, a donné 1,7 milliard de dollars au fonds de dotation du MCC. Je précise que ce don venait directement de l'État hongrois, donc des impôts des citoyens. Il faut avoir en tête que la Hongrie, c'est un petit pays, bien moins riche que les États-Unis. L'hebdomadaire The Economist s'est amusé à calculer ce que représenterait un don de cette envergure si le PIB de la Hongrie était celui des États-Unis. The Economist trouve qu'un tel don excéderait alors à lui seul les fonds de dotation de Harvard, Yale, Stanford et Princeton réunis. Pour finir, je veux te parler d'une des raisons pour lesquelles certains donateurs donnent généreusement aux universités de prestige. J'insiste cependant sur le fait que cette raison est illégale, hypothétique et souvent exagérée. Cette raison, c'est que, officieusement, faire une très grosse donation à une université, cela augmente les chances de tes enfants d'y être admis comme élèves. Bien sûr, un tel arrangement serait illégal, mais l'université y regardera à deux fois avant de rejeter la candidature de l'enfant d'un gros donateur. C'est du moins ce qu'avance auprès du Los Angeles Times le président d'une organisation professionnelle de consultants qui assiste des élèves pour maximiser leurs chances d'être admis dans des universités de prestige. Les médias ont beaucoup parlé de cet arrangement hypothétique lorsque Jared Kushner, le mari d'une des filles de Donald Trump, s'est vu confier de grosses responsabilités par Donald Trump lors de son premier mandat présidentiel. En effet, Jared Kushner est diplômé de Harvard et y a été admis peu après que ses parents y aient fait un don de 2,5 millions de dollars en 1998. Pourtant, d'après ses anciens professeurs de lycée, ses notes ne justifiaient pas son admission à Harvard. Afin d'évaluer ce que représentait pour Harvard un tel don, j'ai regardé son rapport financier de 1998. D'après ce rapport, les promesses de dons en 1998 étaient de 98 millions de dollars pour les dons à dépenser dans leur totalité et de 259 millions de dollars pour les dons adressés au fonds de dotation. Je ne sais pas dans quelle catégorie était le don des parents de Jared Kushner. Mais 2,5 millions de dollars, le don qu'ils ont donné en 1998 à Harvard, eh bien, cela représentait soit 2,5% des dons à être dépensés dans leur totalité, ou soit presque 1% des dons au fonds de dotation en 1998, au total. Donc ça n'est ni énorme, ni négligeable. Note qu'en 1999, Harvard a admis 2055 étudiants en première année. Donc d'après mes calculs, il faudrait quand même faire un arrangement à la Jared Kushner avec presque 7% de la promo pour atteindre 100% dans les deux types de dons. Ça me paraît juste trop gros. Pour cette raison, je pense que l'importance de cette supposée combine, eh bien, elle est exagérée. Bref, supposons quelques instants que faire un don à une université, cela augmente en effet les chances de tes enfants d'y être admis. Cela n'est pas éthique, certes, mais ironiquement, ce don est quand même motivé par la réputation de l'institution. Tu veux que tes enfants soient diplômés dans cette université. Donc ironiquement, cela rentre quand même bien dans le second critère d'indépendance. Cette donation est bien motivée par la réputation de l'institution. Pour conclure, aujourd'hui tu as vu les différentes sources de revenus des universités autres que les sponsors de recherche. Dans le top 15 des universités américaines, un peu moins de 20% des dépenses de recherche sont financées par les universités de leur propre poche. J'avais donc besoin de t'expliquer où les universités trouvaient l'argent pour cela. Aujourd'hui, tu as vu que presque toutes ces autres sources de revenus satisfont les deuxième et troisième critères d'indépendance financière. Ces revenus sont bien motivés par la réputation de l'université, et cette dernière n'est pas dépendante d'une poignée de gros clients ou donateurs. Les sources de revenus autres que les sponsors de recherche ne sont donc pas un problème.